Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te présenter cet objectif de TT Artisan, le 56 mm 1.8. Je l'ai essayé sur mon Fujifilm X-S20, mais il existe pour monture Sony E, donc mais pour leurs APS-C, et aussi en Nikon Z. Donc c'est parti. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia école de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance. Mais ce n'est pas que de la théorie, il y a ces exercices pratiques à faire, mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Cependant, 3 points si tu n'arrives pas jusqu'à la fin. Si tu t'inscris à une formation de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Deuxième point important, si tu voulais te financer par CPF et tu voulais te former une fois à la retraite, n'oublie pas qu'il faut t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, on peut faire la formation à laquelle on s'était inscrit avant de partir à la retraite. Et le troisième point, important, super important, ça fait bien longtemps que je dis que la loi sur le CPF a changé, mais elle n'était toujours pas appliquée. Et enfin, c'est fait. Le 1er mai 2024, elle sera appliquée. Et la bonne nouvelle, c'est que, sauf pour les demandeurs d'emploi, eh bien, la somme à payer, parce qu'on parlait que ça allait jusqu'à 30% des formations, n'importe quelle formation, pas seulement en photo. Et en fait, ça va être 100 € par élève. Donc, ouais, c'est le moindre des mal, on peut dire, voilà. Mais de toute façon, tant que la loi n'est pas appliquée, ce qui compte, c'est la date d'inscription. Donc, tu peux même passer à travers ça si tu t'inscris au plus vite et tu commences la formation après la loi appliquée. Ce ne sera pas grave, l'important, c'est la date d'inscription. Mais le mieux, c'est de parler avec Arvia. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est complètement gratuit, qui est en français. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Je t'explique tout ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Alors, j'avais déjà présenté son frère, le 35 mm 1.8. Je te laisse le lien par là. L'aspect est identique. La taille a l'air pratiquement la même. Ouais, j'ai l'impression que c'est la même. Et surtout, le poids est un petit peu plus léger, le 35 que le 56. Mais l'aspect est vraiment similaire. Alors, sur le 35, j'avais signalé que le flair était assez marqué. Là, apparemment, il y a moins ce problème. Pour ceux qui trouvent que c'est un problème, voilà. Donc voilà, mais ils sont vraiment semblables. Je te laisse le lien pour que tu jettes un coup d'œil sur celui-là. Mais parlons du nouvel arrivé, le 56 mm. Alors, la construction est toute métallique. C'est vraiment une belle facture, comme on dit. Ne perds pas le bout de champ arrière, parce que comme tu vois, il a un connecteur USB-C. Ça sert à quoi? Pour actualiser le firmware. Moi, je trouve que la solution qu'a TT Artisan est fantastique. Il y a certaines marques bien plus chères qui t'obligent à avoir un dock, une station spéciale pour mettre ton objectif, actualiser le firmware et il faut l'acheter en plus, tandis que là, directement dans le bouchon, c'est bien plus simple. C'est complètement métallique. Alors, ici, tu ne vas pas trouver de bague de diaphragme. Contrairement à ce que beaucoup de fugistes aiment sur leurs objectifs. Mais enfin bon, pour moi, ce n'est pas vraiment un problème. Ici, tu as la bague de mise au point quand tu ne veux pas l'utiliser en autofocus. Très souple, très bien, marche bien. Seul petit point que je n'aime pas, c'est comment fonctionne le pare-soleil. Alors le pare-soleil fait sa fonction. Cette forme, ça me semble logique quand on veut vraiment lutter contre le flair, garder du contraste et tout ça. Je ne suis pas un fan de cette forme, enfin bon, l'important c'est le résultat. Ouais, le problème, c'est que tu ne peux pas avoir le bouchon quand le pare-soleil est mis. Donc, il faut que tu enlèves le pare-soleil, mettre le bouchon, par exemple, pour rentrer dans le sac. Et là, tu refermes le tout. Soit. Moi, je ne trouve pas ça très pratique. Mais enfin, bon, souvent, quand on est en train de faire des photos, on a le pare-soleil qui est monté. On n'a pas le bouchon de toute façon, parce qu'on est à l'affût, quoi. Mais enfin, c'est le seul petit point qui ne me plaît pas. J'aurais presque préféré qu'il fasse un bouchon rectangulaire exprès quand il y a le pare-soleil. Voilà. Mais enfin, bon. Sinon, la construction est vraiment excellente. Alors, c'est un 56 mm, donc l'équivalent full frame, ça serait 84 mm, donc un angle de vue de 28 degrés. Comme j'ai dit au début, je l'ai essayé, j'ai la version Fujifilm X, mais il existe pour Sony E, c'est un objectif APS-C pour mirrorless, et Nikon Z. Le diaphragme va depuis 1.8 jusqu'à f16. La distance minimum de mise au point est de 50 cm. Ça, j'ai bien aimé. J'aime quand on peut être assez près avec ce genre d'objectif. Le diaphragme a 9 lamelles. Je trouve que ça donne un bokeh avec les points de lumière assez ronds quand même. C'est vraiment pas mal. Je trouve ça pas mal. Au niveau de la construction, il y a 10 éléments sur 9 groupes. Et le poids, ça va être entre 233 et 245 grammes suivant la monture choisie. Et je suppose s'il y a le pare-soleil ou pas. Enfin bon, tu vois le poids, c'est pas énorme. Ok. Le diamètre du filtre, c'est 52 cm, la même chose que leur 52 cm, non, je suis un petit peu optimiste. Le diamètre du filtre est 52 mm, et d'ailleurs, c'est la même taille que sur leur objectif 35 mm 1.8. La construction complètement métallique,
Et moi, je trouve que on pense tout de suite à un objectif de portrait. Alors, est-ce qu'on fait que du portrait avec ça? Ben non, la preuve, tu vas voir les photos que j'ai fait. Je ne fais pas que du portrait avec, j'ai fait un petit peu de tout parce que je pense que on est souvent trop conditionné à penser 56 mm, APS-C, portrait. Non, on peut faire plein de choses avec. Voilà, donc j'ai testé en plein de situations. Mais l'important, je pense, c'est pas seulement l'aspect extérieur, l'aspect physique et tout ça, sinon les résultats optiques. Donc là, on va passer sur la mire et je vais donner mon avis, mes commentaires sur le rendement de l'optique. Voilà. Alors, voyons voir à 1.8, pardon, le centre. Le centre est vraiment pas mal. Ok. On va voir les bords, les coins. Les coins, c'est assez mou quand même. C'est pas une catastrophe, hein. C'est pas une catastrophe, mais c'est pas super, super net, quoi. Ouais. Point droit, le coin droit, pareil. Je sais pas s'il y a une... Non, déformation, je crois qu'il n'y a pas. Peut-être très très léger. Distorsion très légère, mais non, ça n'a pas l'air. Oui, je vois quand même, il y a du vignettage, ok. On va voir à F2. Alors ça, c'est seulement un tiers de différence de stop, hein, donc c'est pas grand-chose. Le centre, c'est bon, hein. C'est bon, il y a un petit peu d'aberration chromatique. On voit ce violet qui sort là. Ouais. Les coins, c'est pas encore ça, hein. À F2, ok. Mais le centre est très bon, hein. Même opération. Alors ça, c'est à 2.8. Le centre est très bien. Et les coins, ben, ça n'arrive toujours pas au maximum, hein. Enfin bon, il faut regarder quel tarif on est en train de parler aussi, hein. Mais je trouve qu'il y a un petit peu d'aberration chromatique quand même, hein. Là, on voit les petits trucs violets qui sortent et tout. 2.8, alors on va voir F4. Alors à 100%. 100%, c'est pas mal, hein. C'est bien. C'est pas le meilleur objectif du monde, hein, au niveau de netteté, mais enfin bon, hein, on peut pas se plaindre non plus, hein. Le centre est vraiment pas mal. Le coin, ça s'améliore doucement, mais c'est pas impressionnant non plus, hein. Et ça, donc j'étais à, ça c'était le F4. Alors 5.6, on va voir. Le centre, bah, il est nickel, hein. 5.6, on va voir le bord. C'est pas mal le coin. C'est pas. Je vois un petit peu d'aberration chromatique, j'ai l'impression quand même, hein. Euh, c'est pas ce que j'ai vu de mieux, mais bon, dans ces tarifs, on peut pas pleurer non plus. Ça me semble correct. Ok, alors je regarde à 100%, toujours, hein, c'est comme ça qu'on regarde, hein. Je pourrais faire un 200% pour voir, hein. Tu vois, c'est quand même pas mal, hein. Tu vois, ça c'est le centre. Ok, hein, voilà. Ok, donc on va partir sur F8. Alors il est un petit peu plus sombre parce que j'étais en éclairage indirect, lumière naturelle, et il y a un nuage qui est passé, voilà. Mais bon, le centre est nickel. Ouais, le centre est pas mal. Le bord, bon, ça commence à perdre un petit peu de netteté par un petit peu de diffraction, hein. F11, voyons voir F11. Oui, on sent la diffraction qui rentre. Ouais, et sur les coins aussi, évidemment, hein. Ok, hein. F16, bah, ça va être pareil, en pire à mon avis. Effectivement, même le centre, là, on voit qu'il y a une perte de netteté due à la diffraction qui rentre. C'est complètement normal. Voilà, et les coins aussi, hein. Donc moi, je pense que cet objectif, il a vraiment son meilleur rendement à 5-6 en fait, hein. Voilà. À 5-6, je pense qu'il a un super rendement sur le centre. Et sur les coins, c'est quand même pas mal à 5-6, hein. Ouais, je pense que son meilleur point, c'est le 5-6. Voilà. Alors, je le dis, hein, au départ, on observe un petit peu de vignettage, ok, hein. Par contre, je crois que si on arrive sur AF4, là, il n'y est plus, quoi, hein. Ça va, quoi, voilà. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu achetais chez Digiphoto, que ce soit photo, vidéo, accessoires, eh bien, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, eh bien, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui s'appelle code promo, qui est complètement compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup parce que ça m'aide. Vraiment, vraiment, vraiment. Continuons. Alors, l'autofocus, je trouve qu'il marche vraiment pas mal.
Après, bon, tu viens de voir la mire. Si on regarde la netteté, je trouve que la maximum, c'est à 5,6, mais on n'atteint jamais une super netteté dans les coins. Est-ce que c'est un problème? Ben, ça dépend, ça dépend. Si vraiment on pense à cet objectif, genre portrait ou un sujet principal sur le centre ou dans les tiers, ben, il n'y a aucun problème parce que souvent, d'ailleurs, la partie moins nette tombe dans le flou de la profondeur de champ. Donc, on ne se rendra même pas compte qu'il y a ce manque de netteté. Par contre, si ton idée c'était d'utiliser ce genre d'objectif pour faire de la reproduction de cadre ou de choses comme ça, qui a besoin d'une netteté maximum de bord à bord, je pense que c'est pas ce qu'il faut que tu achètes. Voilà. Alors, au niveau contraste, je trouve qu'il est pas mal, c'est assez contrasté. Je trouve que ça a du caractère, c'est pas mal. Sa vignette, oui, bon, jamais un drame, hein, complètement, on peut complètement le corriger en post-production. Jusqu'à 2,8, il y a encore un petit peu de vignettage. Par contre, à F4, là, on le voit plus. Si on parle du bokeh, ben, le bokeh, je trouve qu'il est doux, agréable, vraiment pas mal, ça va. Alors je parle bien, ne confonds pas le bokeh avec la profondeur de champ, hein. Je parle l'aspect du flou, voilà, donc le flou lui-même. Voilà, donc bien, moi j'ai bien aimé. Il y a un petit peu d'aberration chromatique, oui. Et si on parle du flair, eh bien je trouve que le flair est pas mal contrôlé, beaucoup mieux que sur son frère de 35 mm. Et on arrive quand même à en avoir. Donc en portrait, il y a des gens qui cherchent ce flair pour donner ce look un petit peu romantique, vaporeux, tout ça. Donc bah, s'ils se mettent dans un angle de soleil, une source de lumière qui soit vraiment proche, ouais, rentre dans le cadre pratiquement de l'objectif, ça fait un genre de délavé. C'est pas mal. Alors, faut aimer. Après, chacun voit midi à sa porte suivant ses goûts. Voilà. Donc, moi, je trouve que cet objectif, au niveau de la qualité, à ce tarif, il fait moins de 200 euros. Je trouve qu'il y a des bons résultats. Pour des résultats nettement supérieurs, on parle de 5 à 10 fois, 5 à, peut-être pas 10, mais 5 à 6, 7 fois le tarif. Donc, moi, ça me semble correct. Donc, moi, je trouve que c'est quand même des résultats pas mal pour une construction complètement métallique et tout ça, c'est quand même pas mal. C'est pas la meilleure optique que tu vas trouver sur le marché, mais elle a son caractère. Et là, je crois qu'il faut de plus en plus commencer à penser au niveau des aspects des résultats, plus que seulement un tarif ou une nomenclature technique. Voilà. Alors, ma conclusion sur cet objectif, eh bien, moi je trouve qu'il est pas mal dans ce tarif, la construction, tout ça, les résultats, et je suis ravi qu'il y ait de plus en plus d'objectifs de ce genre, des options de tiers, parce qu'on était tombé dans une philosophie du piqué maximum, de la netteté maximum, de tout ça, et les gens ont oublié de regarder le plus important, la photo. Et le fait qu'il y ait ces options alternatives permettent justement, à des tarifs abordables, permettent justement d'avoir un, deux, trois objectifs, un c'est sûr, mais enfin deux, trois objectifs pour justement utiliser selon ce qu'on va faire. Si par exemple j'ai la reproduction de tableau à faire, ça c'est pas l'objectif que je vais utiliser. Par contre, si je veux quelque chose de plus mou, plus romantique, ça, ben peut-être. Ou j'en veux un autre qui a une super netteté dans certaines situations ou qui n'a pas de flair du tout. Et donc ça permet à chacun d'avoir peut-être dans la même focale deux, trois objectifs qu'ils vont changer suivant ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est un retour à la photographie, puisque je trouve que depuis quelques années, l'obsession, c'était toujours la construction, l'autofocus, le machin et tout ça, et on oubliait de voir le plus important, que la qualité maximum n'est pas forcément ce qu'on cherche. Quelquefois, on cherche une atmosphère, une ambiance, un truc spécial. Et je crois que sur ce genre d'objectif, ben, c'est un petit peu là-dessus qu'on retombe. Alors, il est quand même pas mal, hein. On dirait dire, ah bah attends, qu'est-ce qu'il est en train de nous annoncer que c'est tout flou, c'est tout. Ah, non, non, pas du tout. Mais je veux dire, justement, le fait qu'il y ait un peu de flair, tout ça, je trouve ça cool, voilà. Donc, ça dépend des gens et voilà. Donc, est-ce que je le recommande? Eh bien, je t'ai passé des photos, je passe tout le reste des photos à la fin. Et je pense que si tu vois que cet aspect te plaît, ben, c'est ce que tu auras, donc ben, oui, c'est recommandable. Par contre, si cet aspect de netteté, tout ça, c'est pas ton truc, ou le flair, c'est pas ton truc, ben, évidemment, c'est pas pour toi. Il n'y a que toi qui peux décider. Donc, au cas où il t'intéresserait, je te laisse en description un lien où tu peux l'acheter. Donc, merci beaucoup, TT Artisan, de me l'avoir envoyé, mais je dis remercie aussi à mon sponsor Arvia, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu montes sur leur plateforme. Et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton professeur qui te dit ce qui va pas, comment t'améliorer, t'encourager et tout ça. Alors, ils ont 6 types de formations. Depuis devenir amateur averti, comme on dit,
jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois suivant celle que tu choisis. Tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de tes connaissances au départ, ça dépend de l'avancement de la formation, C'est pas facile à dire, tout ça. Et donc, moi je pense que le mieux c'est de parler avec eux. Tu appelles Arvia, le téléphone est gratuit, t'expliques pourquoi tu voudrais te former, quelles sont tes intentions, quel est ton but, et ils vont t'orienter vers la formation qui correspond le plus à tes besoins. Au passage, ils pourront te parler des tarifs que je ne connais pas. Par contre, je peux te parler de la manière de les financer. Alors, il y a une manière très élégante, ça s'appelle l'autofinancement. C'est-à-dire, on se sent un petit peu comme un banquier, mais en fait, ça veut dire tu as l'argent, tu payes. Voilà, c'est aussi simple que ça, comme tout ce qu'on achète la plupart du temps dans la vie. L'autre option, tu es peut-être demandeur d'emploi. Mais dans ce cas-là, tu parles avec ton conseiller chez France Travail, ex-Pôle emploi. Quand j'étais jeune, c'était à NPE et avant, je ne sais pas. Tu parles avec lui, il t'explique ton idée, sa reconversion, et il va t'expliquer comment faire un financement ou un cofinancement. Autre option, tu travailles ou as travaillé en France et tu as accumulé donc ce qu'on appelle le CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui s'accumule, un jour tu peux utiliser pour te former. Alors, il y a certaines conditions assez strictes. Il faut être actif. Alors, tu peux être au chômage, mais actif, c'est-à-dire que tu n'es pas à la retraite. Si tu es à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire par CPF, en autofinancement, oui, évidemment. Par contre, si tu n'es pas encore parti et tu voulais te former à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite, tu pourras faire ta formation une fois à la retraite. Donc, n'oublie pas ça de t'inscrire avant de partir. Autre point, la loi sur le CPF a changé il y a très très longtemps. Ça fait longtemps que je dis qu'elle n'était pas encore appliquée, mais là on a enfin de vraies nouvelles, c'est plus des rumeurs. Elle va être appliquée le 1er mai 2024 et la très bonne nouvelle, c'est que oui, effectivement, les élèves de n'importe quel type de formation, que ce soit de la photo, n'importe quoi, devront payer une partie de leur poche, mais on est très loin des 30% que disaient certains. Finalement, ça va être 100 euros. Donc, quand on regarde le prix de beaucoup de formations, c'est vraiment très peu. Voilà, donc c'est fantastique. Mais même encore, tu peux quand même éviter ça si tu t'inscris avant que la loi soit appliquée le 1er mai, puisque ce qui compte, c'est la date d'inscription et non pas la date à laquelle tu feras le début de la formation, même si c'est après l'application de la loi. Voilà, donc moi, je te conseille de parler avec Arvia. N'oublie pas, si tu t'inscris de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Tu leur expliques tout ça, je te laisse donc leur téléphone, leur email, le téléphone est gratuit, hein, leur site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est complètement gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericjuo.com/fr pour la version française. Mes cours de photographie en vidéo ericjuo.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors ça serait vraiment sympa si tu achètes chez eux, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibo et ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo, c'est complètement compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup parce que ça m'aide vraiment. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi. Je te laisse avec les photos que j'ai fait avec cet objectif et donc à très bientôt. Ciao!